La comtesse d'Escarbagnas. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La comtesse d'Escarbagnas, par Molière. Introduction. Comédie représentée pour le roi à Saint-Germain-en-Laye le 2 décembre 1671 et donnée au public sur le théâtre de la salle du Palais-Royal pour la première fois le 8 juillet 1672 par la troupe du roi. Personnages. La comtesse d'Escarbagnas, lue par Aizois. Le comte, Son fils, lu par Aldor. Le vicomte, amant de Julie. interprété par Jean Lambert. Julie, amante du vicomte, lue par J.C. Gouane. Monsieur Thibaudier, Conseiller, amant de la comtesse, lu par Aizois. Monsieur Harpin, receveur des tailles, autre amant de la comtesse. lu par Aldor. Monsieur Baubinet, Précepteur de monsieur le comte. par Christian. André, suivante de la comtesse, lue par J.C. Gouane. Jeannot, Laquais de monsieur Thibaudier. par Christian. Criquet, Laquais de la comtesse. lu par Caron Sauvage. La scène est à Angoulême. Scène 1. Julie, le vicomte. Et quoi? Madame, vous êtes déjà ici? Oui, vous en devez rougir, Cléante, et il n'est guère honnête à un amant de venir le dernier au rendez-vous. Je serais ici il y a 1 heure, s'il n'y avait point de fâcheux au monde, et j'étais arrêté en chemin par un vieux, importun de qualité, qui m'a demandé tout exprès des nouvelles de la cour, pour trouver moyen de m'en dire des plus extravagantes qu'on puisse débiter. Et c'est là, comme vous savez, le fléau des petites villes, que ces grands nouvellistes qui cherchent partout où répandre des contes qu'ils ramassent. Celui-ci m'a montré d'abord 2 feuilles de papier pleines jusqu'au bord d'un grand fatras de balivernes, qui viennent, m'a-t-il dit, de l'endroit le plus sûr du monde. Ensuite, comme d'une chose fort curieuse, il m'a fait avec grand mystère une fatigante lecture de toutes les sottises de la Gazette de Hollande, et de là s'est jeté, à corps perdu, dans le raisonnement du ministère, d'où j'ai cru qu'il ne sortirait point. À l'entendre parler, il sait les secrets du cabinet mieux que ceux qui les font. La politique de l'État lui laisse voir tous ses desseins, et elle ne fait pas un pas dont il ne pénètre les intentions. Il nous apprend les ressorts cachés de tout ce qui se fait, nous découvre les vues de la prudence de nos voisins, et remue, à sa fantaisie, toutes les affaires de l'Europe. Ses intelligences même s'étendent jusque en Afrique et en Asie, et il est informé de tout ce qui s'agite dans le conseil d'en haut du prêtre Jean et du grand Mogol. Vous parez votre excuse du mieux que vous pouvez, afin de la rendre agréable et faire qu'elle soit plus aisément reçue. C'est là, belle Julie, la véritable cause de mon retardement. Et si je voulais y donner une excuse galante, je n'aurais qu'à vous dire que le rendez-vous que vous voulez prendre peut autoriser la paresse dont vous me querellez, que m'engager à faire l'amant de la maîtresse du logis, c'est me mettre en état de craindre de me trouver ici le premier, que cette feinte où je me force n'étant que pour vous plaire, j'ai lieu de ne vouloir en souffrir la contrainte que devant les yeux qui s'en divertissent, que j'évite le tête-à-tête avec cette comtesse ridicule dont vous m'embarrassez, et, en un mot, que ne venant ici que pour vous, j'ai toutes les raisons du monde d'attendre que vous y soyez. Nous savons bien que vous ne manquerez jamais d'esprit pour donner de belles couleurs aux fautes que vous pourrez faire. Cependant, si vous étiez venu 1 demi-heure plus tôt, nous aurions profité de tous ces moments, car j'ai trouvé, en arrivant, que la comtesse était sortie, et je ne doute point qu'elle ne soit allée par la ville se faire honneur de la comédie que vous me donnez sous son nom.
Mais tout de bon, madame, quand voulez-vous mettre fin à cette contrainte et me faire moins acheter le bonheur de vous voir? Quand nos parents pourront être d'accord, ce que je n'ose espérer. Vous savez comme moi que les démêlés de nos deux familles ne nous permettent point de nous voir autre part, et que mes frères, non plus que votre père, ne sont pas assez raisonnables pour souffrir notre attachement. Mais pourquoi ne pas mieux jouir du rendez-vous que leur inimitié nous laisse, et me contraindre à perdre en une sorte de feinte les moments que j'ai près de vous? Pour mieux cacher notre amour, et puis, à vous dire la vérité, cette feinte dont vous parlez m'est une comédie fort agréable, et je ne sais si celle que vous nous donnez aujourd'hui me divertira davantage. Notre comtesse d'Escarbagnas, avec son perpétuel entêtement de qualité, est un aussi bon personnage qu'on en puisse mettre sur le théâtre. Le petit voyage qu'elle a fait à Paris l'a ramenée dans Angoulême plus achevée qu'elle n'était. L'approche de l'air de la cour a donné à son ridicule de nouveaux agréments, et sa sottise, tous les jours, ne fait que croître et embellir. Oui, mais vous ne considérez pas que le jeu qui vous divertit tient mon cœur au supplice, et qu'on n'est point capable de se jouer longtemps lorsqu'on a dans l'esprit une passion aussi sérieuse que celle que je sens pour vous. Il est cruel, belle Julie, que cet amusement dérobe à mon amour un temps qu'il voudrait employer à vous expliquer son ardeur. Et cette nuit, j'ai fait là-dessus quelques vers, que je ne pus m'empêcher de vous réciter sans que vous me le demandiez, tant la démangeaison de dire ces ouvrages est un vice attaché à la qualité de poète. C'est trop longtemps, Iris, me mettre à la torture. Iris, comme vous le voyez, est mis là pour Julie. C'est trop longtemps, Iris, me mettre à la torture. Et si je suis vos lois, je les blâme tout bas de me forcer à taire un tourment que j'endure pour déclarer un mal que je ne ressens pas. Faut-il que vos beaux yeux, à qui je rends les armes, veuillent se divertir de mes tristes soupirs? Et n'est-ce pas assez de souffrir pour vos charmes sans me faire souffrir encore pour vos plaisirs? C'en est trop à la fois que ce double martyre. Et ce qu'il me faut taire, et ce qu'il me faut dire, exerce sur mon cœur pareille cruauté. L'amour le met en feu, la contrainte le tue. Et si par la pitié vous n'êtes combattu, je meurs, et de la feinte et de la vérité. Je vois que vous vous faites là bien plus maltraité que vous n'êtes. Mais c'est une licence que prennent messieurs les poètes de mentir de gaieté de cœur et de donner à leur maîtresse des cruautés qu'elles n'ont pas, pour s'accommoder aux pensées qui leur peuvent venir. Cependant, je serais bien aise que vous me donniez ces vers par écrit. C'est assez de vous les avoir dits, et je dois en demeurer là. Il est permis d'être parfois assez fou pour faire des vers, mais non pour vouloir qu'ils soient vus. C'est en vain que vous vous retranchez sur une fausse modestie. On sait dans le monde que vous avez de l'esprit, et je ne vois pas la raison qui vous oblige à cacher les vôtres. Mon Dieu, madame, marchons là-dessus, s'il vous plaît, avec beaucoup de retenue. Il est dangereux dans le monde de se mêler et d'avoir de l'esprit. Il y a là-dedans un certain ridicule qu'il est facile d'attraper, et nous avons de nos amis qui me font craindre leur exemple. Mon Dieu, Cléante, vous avez beau dire, je vois avec tout cela que vous mourrez d'envie de me les donner, et je vous embrasserais si je faisais semblant de ne m'en pas soucier. Moi, madame? Vous vous moquez, et je ne suis pas si poète que vous pourriez bien croire, pour... Mais voici votre madame la comtesse d'Escarbagnas. Je sors par l'autre porte pour ne la point trouver, et je vais disposer tout mon monde au divertissement que je vous ai promis. Scène 2. La comtesse, Julie. Ah, mon Dieu, madame, vous voilà toute seule? Quelle pitié est-ce là, toute seule?
Il me semble que mes gens m'avaient dit que le vicomte était ici. Il est vrai qu'il y est venu. Mais c'est assez pour lui de savoir que vous n'y étiez pas pour l'obliger à sortir. Comment? Il vous a vu? Oui. Et il ne vous a rien dit? Non, madame. Et il a voulu témoigner par là qu'il est tout entier à vos charmes. Vraiment, je le veux quereller de cette action. Quelque amour que l'on ait pour moi, j'aime que ceux qui m'aiment rendent ce qu'ils doivent au sexe, et je ne suis point de l'humeur de ces femmes injustes qui s'applaudissent des incivilités que leurs amants font aux autres belles. Il ne faut point, madame, que vous soyez surprise de son procédé. L'amour que vous lui donniez éclate dans toutes ses actions, et l'empêche d'avoir des yeux que pour vous. Je crois être en état de pouvoir faire naître une passion assez forte, et je me trouve pour cela assez de beauté, de jeunesse et de qualité, Dieu merci. Mais cela n'empêche pas qu'avec ce que j'inspire, on ne puisse garder de l'honnêteté et de la complaisance pour les autres. Que faites-vous donc là, laquais? Est-ce qu'il n'y a pas une antichambre où se tenir pour venir quand on vous appelle? Cela est étrange qu'on ne puisse avoir en province un laquais qui sache son monde. À qui est-ce donc que je parle? Voulez-vous vous en aller là dehors, petit fripon? Fille, approchez. Que vous plaît-il, madame? Ôtez-moi mes coiffes. Doucement donc, maladroite, comme vous me saboulez la tête avec vos mains pesantes. Je fais, madame, le plus doucement que je puis. Oui, mais le plus doucement que vous pouvez est fort rudement pour ma tête, et vous me l'avez déboîté. Tenez encore ce manchon, ne laissez point traîner tout cela, et portez-le dans ma garde-robe. Eh bien, où va-t-elle, où va-t-elle? Que veut-elle faire, cette oison bridée? Je veux, madame, comme vous m'avez dit, porter cela au garde-robe. Ah mon Dieu, l'impertinente! Je vous demande pardon, madame. Je vous ai dit ma garde-robe, grosse bête, c'est-à-dire où sont mes habits. Est-ce, madame, qu'à la cour, une armoire s'appelle une garde-robe? Oui, Butord, on appelle ainsi le lieu où l'on met les habits. Je m'en ressouviendrai, madame, aussi bien que de votre grenier, qu'il faut appeler garde-meuble. Quelle peine il faut prendre pour instruire ces animaux-là. Je les trouve bien heureux, madame, d'être sous votre discipline. C'est une fille de ma mère nourrice que j'ai mise à la chambre, et elle est toute neuve encore. Cela est d'une belle âme, madame, et il est glorieux de faire ainsi des créatures. Allons, des sièges. Oh là! Laquais, laquais, laquais! En vérité, voilà qui est violent, de ne pouvoir pas avoir un laquais pour donner des sièges. Fille, laquais, laquais, fille, quelqu'un! Je pense que tous mes gens sont morts et que nous serons contraintes de nous donner des sièges nous-mêmes. Que voulez-vous, madame? Il se faut bien négocier avec vous autres. J'enfermais votre manchon et vos coiffes dans votre armoire, dis-je, dans votre garde-robe. Appelez-moi ce petit fripon de laquais. Hola, criquet. Laissez là votre criquet, Bouvière, et appelez laquais. Laquais, donc, et non pas criquet. Venez parler à madame. Je pense qu'il est sourd. Cric! Laquais! Laquais! Plaît-il? Où étiez-vous donc, petit coquin? Dans la rue, madame. Et pourquoi dans la rue? Vous m'avez dit d'aller là dehors. Vous êtes un petit impertinent, mon ami, et vous devez savoir que là dehors, en termes de personne de qualité, veut dire l'antichambre. André, ayez soin tantôt de faire donner le fouet à ce petit fripon-là par mon écuyer. C'est un petit incorrigible. Qu'est-ce que c'est, madame, que votre écuyer? Est-ce maître Charles que vous appelez comme cela? Taisez-vous, sotte que vous êtes. Vous ne sauriez ouvrir la bouche que vous ne disiez une impertinence. Des sièges. Et vous, allumez 2 bougies dans mes flambeaux d'argent. Il se fait déjà tard. Qu'est-ce que c'est donc que vous me regardez tout effaré? Madame, Eh bien, madame, qu'y a-t-il? c'est que... Quoi? C'est que je n'ai point de bougie. Comment vous n'en avez point? Non, madame, si ce n'est des bougies de suif. La Bouvière! Et où est donc la cire que je fis acheter ces jours passés? Je n'en ai point vu depuis que je suis séant. Ôtez-vous de là, insolente. Je vous renvoierai chez vos parents. Apportez-moi un verre d'eau. Madame? Faisons des cérémonies pour s'asseoir. Madame? Ah, madame. Ah, madame! Mon Dieu, madame! Mon Dieu, madame! Oh, madame! Oh, madame! Eh, madame! Et madame! Et allons donc, madame! Et allons donc, madame! Je suis chez moi, madame. Nous sommes demeurés d'accord de cela. Me prenez-vous pour une provinciale, madame? Dieu m'en garde, madame! Allez, impertinente, je bois avec une soucoupe. Je vous dis que vous m'alliez quérir une soucoupe pour boire. Criquet, qu'est-ce que c'est qu'une soucoupe?
Une soucoupe? Oui, Je ne sais. Vous ne vous grouillez pas? nous le savons tous deux, madame, ce que c'est qu'une soucoupe. Apprenez que c'est une assiette sur laquelle on met le verre. Vive Paris pour être bien servi. On vous entend là au moindre coup d'œil. Eh bien, vous ai-je dit comme cela, tête de bœuf? C'est dessous qu'il faut mettre l'assiette. Cela est bien aisé. André casse le verre. Eh bien, ne voilà pas l'étourdi. En vérité, vous me paierez mon verre. Eh bien, oui, madame, je le payerai. Mais voyez cette maladroite, cette bouvière, cette butorte, cette... Dame, madame, si je la paye, je ne veux point être querellée. ôtez-vous de devant mes yeux. En vérité, madame, c'est une chose étrange que les petites villes. On n'y sait point du tout son monde, et je viens de faire 2 ou 3 visites où ils ont pensé me désespérer par le peu de respect qu'ils rendent à ma qualité. Où auraient-ils appris à vivre? Ils n'ont pas fait de voyage à Paris. Ils ne laisseraient pas de l'apprendre s'ils voulaient écouter les personnes. Mais le mal que j'y trouve, c'est qu'ils veulent en savoir autant que moi, qui ai été 2 mois à Paris et vu toute la cour. Les sottes gens que voilà. Ils sont insupportables avec les impertinentes égalités dont ils traitent les gens. Car enfin, il faut qu'il y ait de la subordination dans les choses, et ce qui me met hors de moi, c'est qu'un gentilhomme de ville de 2 jours ou de 200 ans aura l'effronterie de dire qu'il est aussi bien gentilhomme que feu monsieur mon mari, qui demeurait à la campagne, qui avait meute de chiens courants et qui prenait la qualité de comte dans tous les contrats qu'il passait. On sait bien mieux vivre à Paris, dans ces hôtels dont la mémoire doit être si chère. Cet hôtel de Mouilly, madame, cet hôtel de Lyon, cet hôtel de Hollande, les agréables demeures que voilà. Il est vrai qu'il y a bien de la différence de ces lieux-là à tout ici. On y voit venir du beau monde qui ne marchande point à vous rendre tous les respects qu'on saurait souhaiter. On ne s'enlève pas, si l'on veut, de dessus son siège. Et lorsque l'on veut voir la revue, ou le grand ballet de Psyché, on est servi à point nommé. Je pense, madame, que durant votre séjour à Paris, vous avez fait bien des conquêtes de qualité. Vous pouvez bien croire, madame, que tout ce qui s'appelle les galants de la cour n'a pas manqué de venir à ma porte et de m'en compter. Et je garde dans ma cassette de leurs billets qui peuvent faire voir quelles propositions j'ai refusées. Il n'est pas nécessaire de vous dire leur nom. On sait ce qu'on veut dire par les galants de la cour. Je m'étonne, madame, que de tous ces grands noms que je devine, vous ayez pu redescendre à un monsieur Thibaudier, le conseiller, et à un monsieur Harpin, le receveur des tailles. La chute est grande, je vous l'avoue, car pour monsieur votre vicomte, quoique vicomte de province, c'est toujours un vicomte, et il peut faire un voyage à Paris, s'il n'en a point fait. Mais un conseiller et un receveur sont des amants un peu bien minces pour une grande comtesse comme vous. Ce sont gens qu'on ménage dans les provinces pour le besoin qu'on en peut avoir. Ils servent au moins à remplir les vides de la galanterie, à faire nombre de soupirants. Et il est bon, madame, de ne pas laisser un amant seul maître du terrain, de peur que, faute de rivaux, son amour ne s'endorme sur trop de confiance. Je vous avoue, madame, qu'il y a merveilleusement à profiter de tout ce que vous dites. C'est une école que votre conversation, et j'y viens tous les jours attraper quelque chose. Scène 3. Criquet, la comtesse, Julie, André, Jeannot. Voilà Jeannot de monsieur le conseiller qui vous demande, madame. Eh bien, petit coquin, voilà encore de vos âneries. Un laquais qui saurait vivre aurait été parler tout bas à la demoiselle suivante, qui serait venue dire doucement à l'oreille de sa maîtresse: Madame, voilà le laquais de monsieur un tel qui demande à vous dire un mot. À quoi la maîtresse aurait répondu: Faites-le entrer. Entrez, Jeannot. Autre lourderie. Qu'y a-t-il, laquais? Que portes-tu là? C'est monsieur le conseiller, madame, qui vous souhaite le bonjour et, auparavant que de venir, vous envoie des poires de son jardin avec ce petit mot d'écrit. C'est du bon chrétien qui est fort beau. André, faites porter cela à l'office. Tiens, mon enfant, voilà pour boire. Oh non, madame. Tiens, te dis-je. Mon maître m'a défendu, madame, de rien prendre de vous. Cela ne fait rien. Pardonnez-moi, madame. Et prenez, Jeannot. Si vous n'en voulez pas, vous me le payerez. Dis à ton maître que je le remercie. Donne-moi donc cela. Oui, quelques sous. C'est moi qui te l'ai fait prendre. Je l'aurais bien pris sans toi. Ce qui me plaît de ce monsieur Thibaudier, c'est qu'il sait vivre avec les personnes de ma qualité
et qu'il est fort respectueux. Scène 4. Le vicomte, la comtesse, Julie, Criquet, André. Madame, je viens vous avertir que la comédie sera bientôt prête et que, dans un quart d'heure, nous pouvons passer dans la salle. Je ne veux point de cohue au moins, que l'on dise à mon Suisse qu'il ne laisse entrer personne. En ce cas, madame, je vous déclare que je renonce à la comédie, et je n'y saurais prendre de plaisir lorsque la compagnie n'est pas nombreuse. Croyez-moi, si vous voulez vous bien divertir, qu'on dise à vos gens de laisser entrer toute la ville. Laquais, un siège. Vous voilà venu à propos pour recevoir un petit sacrifice que je veux bien vous faire. Tenez, c'est un billet de M. Thibaudier qui m'envoie des poires. Je vous donne la liberté de le lire tout haut. Je ne l'ai point encore vu. Voici un billet du beau style, madame, et qui mérite d'être bien écouté. Il lit. Madame, je n'aurais pas pu faire le présent que je vous envoie si je ne recueillais pas plus de fruits de mon jardin que je n'en recueille de mon amour. Cela vous marque clairement qu'il ne se passe rien entre nous. Le vicomte continue. Les poires ne sont pas encore bien mûres, mais elles encadrent mieux avec la dureté de votre âme, qui, par ses continuels dédains, ne me promet pas poire molle. Trouvez bon, madame, que sans m'engager dans une énumération de vos perfections et charmes, qui me jetteraient dans un progrès à l'infini, je conclus ce mot en vous faisant considérer qui je suis d'un aussi franc chrétien que les poires que je vous envoie, puisque je rends le bien pour le mal, c'est-à-dire, madame, pour m'expliquer plus intelligemment, puisque je vous présente des poires de bons chrétiens pour des poires d'angoisse, que vos cruautés me font avaler tous les jours. Thibaudier, votre esclave indigne. Voilà, madame, un billet à garder. Il y a peut-être quelques mots qui n'est pas de l'Académie, mais j'y remarque un certain respect qui me plaît beaucoup. Vous avez raison, madame. Et monsieur le vicomte dût-il s'en offenser, j'aimerais un homme qui m'écrirait comme cela. Scène 5. Monsieur Thibaudier, le vicomte, la comtesse, Julie, André, Criquet. Approchez, monsieur Thibaudier, ne craignez point d'entrer. Votre billet a été bien reçu, aussi bien que vos poires, et voilà madame qui parle pour vous contre votre rival. Je lui suis bien obligé, madame, et si elle a jamais quelque procès en notre siège, elle verra que je n'oublierai pas l'honneur qu'elle me fait de se rendre auprès de vos beautés, l'avocat de ma flamme. Vous n'avez pas besoin d'avocat, monsieur, et votre cause est juste. Ce n'est en moi, madame. Bon droit a besoin d'aide, et j'ai sujet d'appréhender de me voir supplanté par un tel rival, et que madame ne soit circonvenue par la qualité de vicomte. J'espérais quelque chose, monsieur Thibaudier, avant votre billet, mais il me fait craindre pour mon amour. Voici encore, madame, 2 petits versets ou couplets que j'ai composés à votre honneur et gloire. Ah, je ne pensais pas que monsieur Thibaudier fût poète, et voilà, pour m'achever, que ces 2 petits versets-là. Il veut dire 2 strophes. Laquais, donnez un siège à monsieur Thibaudier. Un pliant petit animal. Monsieur Thibaudier, mettez-vous là, et nous lisez vos strophes. Une personne de qualité ravit mon âme. Elle a de la beauté, j'ai de la flamme, mais je la blâme d'avoir de la fierté. Je suis perdu après cela. Le premier vers est beau. Une personne de qualité. Je crois qu'il est un peu trop long, mais on peut prendre une licence pour dire une belle pensée. Voyons l'autre strophe. Je ne sais pas si vous doutez de mon parfait amour, mais je sais bien que mon cœur, à toute heure, veut quitter sa chagrine demeure pour aller par respect faire au vôtre sa cour. Après cela pourtant, sûr de ma tendresse et de ma foi, dont unique est l'espèce, vous devriez à votre tour, vous contentant d'être comtesse, vous dépouiller en ma faveur d'une peau de tigresse qui couvre vos appas la nuit comme le jour. Me voilà supplanté, moi, par monsieur Thibaudier. Ne pensez pas vous moquer. Pour des vers faits dans la province,
Ces vers-là sont fort beaux. Comment? Madame, me moquer? Quoique son rival, je trouve ces vers admirables, et ne les appelle pas seulement 2 strophes comme vous, mais 2 épigrammes, aussi bonnes que toutes celles de Martial. Quoi? Martial fait-il des vers? Je pensais qu'il ne fit que des gants. Ce n'est pas ce Martial-là, madame. C'est un auteur qui vivait il y a 30 ou 40 ans. Monsieur Thibaudier a lu les auteurs, comme vous le voyez. Mais allons voir, madame, si ma musique et ma comédie, avec mes entrées de ballet, pourront combattre dans votre esprit les progrès des 2 strophes et du billet que nous venons de voir. Il faut que mon fils le comte soit de la partie, car il est arrivé ce matin de mon château avec son précepteur que je vois là-dedans. Scène 6. Monsieur Bobinet, Monsieur Thibaudier, la comtesse, le vicomte, Julie, André, Criquet. Oh là, monsieur Bobinet, approchez-vous du monde. Je donne le bon vêpres à toute l'honorable compagnie. Que désire madame la comtesse d'Escarbagnas de son très humble serviteur Bobinet? À quelle heure, monsieur Bobinet, êtes-vous parti d'Escarbagnas avec mon fils le comte? À 8h15, madame, comme votre commandement me l'avoir ordonné. Comment se portent mes 2 autres fils, le marquis et le commandeur? Ils sont, Dieu grâce, madame, en parfaite santé. Où est le comte? Dans votre belle chambre à alcôve, madame. Que fait-il, monsieur Bobinet? Il compose un thème, madame, que je viens de lui dicter, sur une épître de Cicéron. Faites-le venir, monsieur Bobinet. Soit fait, madame, ainsi que vous le commandez. Ce monsieur Bobinet, madame, a la mine fort sage, et je crois qu'il a de l'esprit. Scène 7. La comtesse, le vicomte, Julie, le comte, Monsieur Bobinet, Monsieur Thibaudier, André, Criquet. Allons, monsieur le comte, faites voir que vous profitez des bons documents qu'on vous donne. La révérence à toute l'honnête assemblée. Comte, saluez madame. Faites la révérence à monsieur le vicomte. Saluez monsieur le conseiller. Je suis ravi, madame, que vous me concédiez la grâce d'embrasser monsieur le comte votre fils. On ne peut pas aimer le tronc qu'on aime aussi les branches. Mon Dieu, monsieur Thibaudier, de quelle comparaison vous servez-vous là? En vérité, madame, monsieur le comte a tout à fait bon air. Voilà un jeune gentilhomme qui vient bien dans le monde. Qui dirait que madame eut un si grand enfant? Hélas, quand je le fis, j'étais si jeune que je me jouais encore avec une poupée. C'est monsieur votre frère, et non pas monsieur votre fils. Monsieur Bobinet, ayez bien soin au moins de son éducation. Madame, je n'oublierai aucune chose pour cultiver cette jeune plante dont vos bontés m'ont fait l'honneur de me confier la conduite, et je tâcherai de lui inculquer les semences de la vertu. Monsieur Bobinet, faites-lui un peu dire quelques petites galanteries de ce que vous lui apprenez. Allons, monsieur le comte, récitez votre leçon d'hier au matin. Omne viro soli, quod conveni testo virile. Omne viri Fi, monsieur Bobinet, quelle sottise est-ce que vous lui apprenez là? C'est du latin, madame, et la première règle de Jean d'Épothère. Mon Dieu, ce Jean d'Épothère-là est un insolent, et je vous prie de lui enseigner du latin plus honnête que celui-là. Si vous voulez, madame, qu'il achève, la glose expliquera ce que cela veut dire. Non, non, cela s'explique assez. Les comédiens envoient dire qu'ils sont tout prêts. Allons nous placer. Monsieur Thibaudier, prenez madame. Il est nécessaire de dire que cette comédie n'a été faite que pour lier ensemble les différents morceaux de musique et de danse dont on a voulu composer ce divertissement, et que... Mon Dieu, voyons l'affaire. On a assez d'esprit pour comprendre les choses. Qu'on commence le plus tôt qu'on pourra, et qu'on empêche, s'il se peut, qu'aucun fâcheux ne vienne troubler notre divertissement. Après que les violons ont quelque peu joué, et que toute la compagnie est assise. Scène 8. La comtesse, le comte, le vicomte, Julie, Monsieur Harpin,
Monsieur Thibaudier, aux pieds de la comtesse. Monsieur Bobinet, André. Parbleu, la chose est belle, et je me réjouis de voir ce que je vois. Oh là, monsieur le receveur, que voulez-vous donc dire avec l'action que vous faites? Vient-on interrompre comme cela une comédie? Morbleu, madame, je suis ravi de cette aventure, et ceci me fait voir ce que je dois croire de vous, et l'assurance qu'il y a au don de votre cœur et au serment que vous m'avez fait de sa fidélité. Mais vraiment, on ne vient point ainsi se jeter au travers d'une comédie et troubler un acteur qui parle. Et tête bleue, la véritable comédie qui se fait ici, c'est celle que vous jouez. Et si je vous trouble, c'est de quoi je me soucie peu. En vérité, vous ne savez ce que vous dites. Si fait, morbleu, je le sais bien, morbleu, Et fi, monsieur, que cela est vilain de jurer de la sorte. Et ventrebleu, s'il y a ici quelque chose de vilain, ce ne sont point mes jurements, ce sont vos actions. Et il vaudrait bien mieux que vous jurassiez, vous, la tête, la mort et la sang, que de faire ce que vous faites avec monsieur le vicomte. Je ne sais pas, monsieur le receveur, de quoi vous vous plaignez. Ici... Pour vous, monsieur, je n'ai rien à vous dire. Vous faites bien de pousser votre pointe, cela est naturel, je ne le trouve point étrange, et je vous demande pardon si j'interromps votre comédie. Mais vous ne devez point trouver étrange aussi que je me plaigne de son procédé, et nous avons raison tous deux de faire ce que nous faisons. Je n'ai rien à redire à cela, et ne sais point les sujets de plainte que vous pouvez avoir contre madame la comtesse d'Escarbagnas. Quand on a des chagrins jaloux, on n'en use point de la sorte, et l'on vient doucement se plaindre à la personne que l'on aime. Moi? Me plaindre doucement? Oui, l'on ne vient point crier de dessus un théâtre ce qui doit se dire en particulier. J'y viens, moi, morbleu, tout exprès. C'est le lieu qu'il me faut. Et je souhaiterais que ce fût un théâtre public pour vous dire avec plus d'éclat toutes vos vérités. Faut-il faire un si grand vacarme pour une comédie que monsieur le vicomte me donne? Vous voyez que monsieur Thibaudier, qui m'aime, en use plus respectueusement que vous. Monsieur Thibaudier en use comme il lui plaît. Je ne sais pas de quelle façon monsieur Thibaudier a été avec vous. Mais monsieur Thibaudier n'est pas un exemple pour moi, et je ne suis point d'humeur à payer les violons pour faire danser les autres. Mais vraiment, monsieur le receveur, vous ne songez pas à ce que vous dites. On ne traite point de la sorte les femmes de qualité, et ceux qui vous entendent croiraient qu'il y a quelque chose d'étrange entre vous et moi. Et ventrebleu, madame, quittons la faribole. Que voulez-vous donc dire avec votre « quittons la faribole » ? Je veux dire que je ne trouve point étrange que vous vous rendiez au mérite de monsieur le vicomte. Vous n'êtes pas la première femme qui joue dans le monde de ces sortes de caractères, et qui est auprès d'elle un monsieur le receveur, dont on lui voit trahir et la passion et la bourse, pour le premier venu qui lui donnera dans la vue. Mais ne trouvez point étrange aussi que je ne sois point la dupe d'une infidélité si ordinaire aux coquettes du temps, et que je vienne vous assurer, devant bonne compagnie, que je romps commerce avec vous, et que monsieur le receveur ne sera plus pour vous monsieur le donneur. Cela est merveilleux. Comme les amants emportés deviennent à la mode. On ne voit autre chose de tous côtés. Là, là, monsieur le receveur, quittez votre colère et venez prendre place pour voir la comédie. Moi, morbleu, prendre place? Cherchez vos bonnets à vos pieds. Je vous laisse, madame la comtesse, à monsieur le vicomte, et ce sera à lui que j'enverrai tantôt vos lettres. Voilà ma scène faite, voilà mon rôle joué. Serviteur à la compagnie. Monsieur le receveur, nous nous verrons autre part qu'ici, et je vous ferai voir que je suis au poil et à la plume. Tu as raison, monsieur Thibaudier. Pour moi, je suis confuse de cette insolence. Les jaloux, madame, sont comme ceux qui perdent leur procès. Ils ont permission de tout dire. Prêtons silence à la comédie. Scène dernière. La comtesse, le vicomte, le comte, Julie, monsieur Thibaudier, monsieur Bobinet, André,
Jeannot, Criquet. Voilà un billet, monsieur, qu'on nous a dit de vous donner vite. Le vicomte lit. En cas que vous ayez quelque mesure à prendre, je vous envoie promptement un avis. La querelle de vos parents et de ceux de Julie vient d'être accommodée, et les conditions de cet accord, c'est le mariage de vous et d'elle. Bonsoir. Ma foi, madame, voilà notre comédie achevée aussi. Ah, Cléante, quel bonheur! Notre amour eût-il osé espérer un si heureux succès? Comment donc? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, madame, que j'épouse Julie. Et si vous m'en croyez, pour rendre la comédie complète de tout point, vous épouserez monsieur Thibaudier et donnerez mademoiselle André à son laquais, dont il fera son valet de chambre. Quoi? Jouer de la sorte une personne de ma qualité? C'est sans vous offenser, madame, et les comédies veulent de ces sortes de choses. Oui, monsieur Thibaudier, je vous épouse pour faire enrager tout le monde. Ce m'est bien de l'honneur, madame. Souffrez, madame, qu'en enrageant, nous puissions voir ici le reste du spectacle. Fin de la comtesse d'Escarbagnas par Molière.